Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le tour de l'actualité économique, c'est ici et maintenant que nous allons le faire. Merci pour votre fidélité. Les titres de ce journal, c'est tout de suite. Nous parlerons dans cette édition du Nigeria. Le pays peine toujours à vendre son pétrole. Les vendeurs de brut sont à la recherche d'autres acheteurs en Asie. Visite de Hichem Mechichi en Libye, Tunis et Tripoli signent un accord en matière de transport. Nous parlerons également de la culture de l'olive. Inquiétude sur ce marché. La baisse des récoltes se confirme dans tout le bassin méditerranéen. Même si l'économie mondiale est globalement sur la pente ascendante, les effets du coronavirus continuent de se faire sentir, en particulier en Inde, avec une incidence importante sur la consommation de pétrole notamment. La situation a des répercussions sur l'économie nigériane. Le pays a des difficultés à vendre son pétrole. Selon des informations compilées par des sources commerciales, le Nigeria peine à vendre ses échanges de brut depuis le début du mois de mai en raison de l'incapacité de l'Inde à lancer des appels d'offres pour l'achat de l'or noir. En effet, l'Inde, qui est l'un des plus gros acheteurs du pétrole nigérian, fait face à une vague de contamination au Covid qui affecte sa consommation intérieure. À cette situation de faiblesse de la demande d'un important client traditionnel s'ajoute la rude concurrence entre fournisseurs. En outre, le problème de l'absence de demande pour le pétrole nigérian coïncide avec le fait que les États-Unis ont exporté beaucoup de pétrole brut léger qui est en concurrence avec le pétrole nigérien. Pour inverser cette tendance, les vendeurs du brut nigérian sont à la recherche d'autres acheteurs en Asie et en Europe. Du côté de l'Asie, cette demande pourrait contribuer à écouler entre 25 et 28 cargaisons nigérianes vendues au cours de ce mois. Quant à la demande provenant d'Europe, les négociants espèrent que celle-ci augmentera car le brut léger domine actuellement le marché européen. Rappelons que les revenus nigérians du pétrole et du gaz représentent environ 50% des recettes du gouvernement fédéral et plus de 90% des recettes d'exportation. La Banque mondiale a annoncé mercredi qu'elle s'engageait via sa Société financière internationale à investir 2 milliards de dollars pour soutenir les petites entreprises et accroître le commerce en Afrique. L'IFC est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. Reportage. La Banque mondiale va investir 2 milliards de dollars pour l'Afrique. La Société financière internationale a indiqué que l'objectif est de galvaniser la reprise économique du continent après la pandémie, de soutenir et créer des emplois et des activités commerciales. En effet, l'organisation va investir 1 milliard de dollars dans de nouveaux financements directs pour les petites et moyennes entreprises. L'autre milliard sera consacré au commerce international pour l'Afrique, l'enjeu étant de faciliter le flux d'importation et d'exportation de biens essentiels, notamment de produits alimentaires et médicaux. Cette annonce intervient alors que le continent s'efforce de s'extirper de la crise économique dans laquelle la pandémie de Covid-19 l'a plongé, en raison de la chute des flux d'investissements directs étrangers. Des millions d'Africains supplémentaires ont sombré dans la pauvreté selon l'institution. L'Afrique a été relativement épargnée par la pandémie sur le plan sanitaire, avec 130 000 morts selon les chiffres officiels, sur un total mondial de près de 3,4 millions.
Mais le continent, lourdement affecté sur le plan économique, n'a pas les moyens de financer de grands plans de relance. Selon le Fonds monétaire international, les pays africains ont besoin de près de 300 milliards de dollars pour lutter contre la pauvreté, développer leurs infrastructures, affronter le changement climatique et la menace djihadiste. Le Premier ministre tunisien Hicham Mechichi a réaffirmé samedi au cours de sa première visite à Tripoli la volonté de son pays de relancer la coopération économique avec la Libye voisine. C'est au moment où la Tunisie traverse une crise économique sévère. Reportage. Dans le cadre d'une visite du Premier ministre Hicham Mechichi à Tripoli, la Libye et la Tunisie ont validé la reprise de leur partenariat à travers un nouvel accord. Celui-ci porte sur les domaines du transport terrestre, maritime et aérien, du commerce transfrontalier et de la libre circulation des personnes. D'après le nouveau Premier ministre libyen Abdelmadjid Deiba, des commissions conjointes seront également mises en place pour établir des plans communs de coopération dans ces secteurs. Cette annonce intervient 2 mois après la visite du président tunisien Kais Saied en terre libyenne. Le 17 mars dernier, le dirigeant était devenu le premier chef d'État étranger à visiter la Libye depuis l'installation du nouveau gouvernement de transition dirigé par Deiba. Lors de cette visite, il avait indiqué que son gouvernement envisageait d'établir de nouvelles visions qui renforcent les liens de coopération existants entre la Tunisie et la Libye et une solidarité globale qui répond aux aspirations légitimes des 2 peuples frères à la stabilité et au développement. De leur côté, les nouvelles autorités libyennes ont annoncé qu'elles apporteraient leur aide à Tunis pour la gestion de la pandémie de Covid-19. Le Premier ministre libyen a promis qu'il ne ménagera aucun effort pour améliorer le développement et les conditions de vie des peuples des 2 pays. Rappelons qu'il y a quelques jours, la compagnie aérienne Tunis Air avait annoncé la reprise de ses vols à destination de la Libye après 7 ans de suspension. Parlons maintenant des olives. La baisse des récoltes d'olives se confirme dans tout le bassin méditerranéen. Cela annonce une tension sur le marché de l'huile d'olive, car la consommation, elle, n'a pas diminué dans le monde. Dans le bassin méditerranéen, la plupart des producteurs sont logés à la même enseigne. En 2 ans, leur récolte a baissé en moyenne de plus de 20% selon la Fédération de l'industrie et du commerce des huiles d'olive de France, que ce soit en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce ou en Tunisie. Ce qui explique ce chiffre, c'est l'enchaînement de mauvaises conditions météo avec 2 accidents majeurs qui ont fait baisser les rendements. Une sécheresse destructrice en 2020 et le gel du mois de ce début d'année. L'Italie, par exemple, voit sa production baisser de 30% en 2 ans et de 50% si on compare à l'année dernière, selon la FEDICO. Ce qui veut dire, et c'est valable pour les autres pays, qu'elle va avoir du mal à répondre à sa consommation interne et va devoir se tourner certainement vers le pays dominant du secteur, l'Espagne. Mais Madrid a dû revoir également à la baisse ses prévisions pour la dernière campagne 2020-2021 et se retrouve dans une position difficile. Au mois de mars, le kilo d'huile d'olive vierge extra était entre 30 et 50% plus cher par rapport à l'année dernière en Espagne, en Italie et en Grèce, selon le Conseil oléicole international. Les importateurs vont donc devoir débourser plus pour assurer leur approvisionnement. Impossible de dire à ce stade si le prix des bouteilles issues de la dernière récolte augmentera dans les rayons, car cela relève des accords entre les importateurs et les distributeurs. Mais chez les gros consommateurs tels que la France, qui achète 95% de son huile d'olive à l'étranger, l'impact ne sera pas anodin. Le Japon veut contourner le canal de Suez. Vous le verrez dans le reportage qui va suivre avec Honoré Naoum. Après l'incident du porte-conteneurs géant Ever Given et le blocage du canal de Suez en mars dernier, le Japon renforce les démarches pour trouver une alternative à ce raccourci maritime en se tournant notamment vers la Russie. Si l'archipel nippon explorait déjà d'autres pistes depuis quelques années, les déboires de l'Ever Given auront servi de prétexte aux amateurs japonais pour intensifier leurs recherches. En effet,
Le bouchage de Suez, l'une des plus importantes artères du commerce mondial, a fait frémir les chaînes d'approvisionnement de la région Asie-Pacifique. Il faut également y ajouter l'inquiétude liée aux troubles au Moyen-Orient et dans le golfe d'Aden. Dans la recherche de l'alternative, la Russie a des cartes à jouer, notamment avec la voie Arctique Nord, qui devient de plus en plus empruntable avec la fonte de glaciers. Ce passage, qui a l'avantage de faire gagner pratiquement un mois entre l'Europe et l'Extrême-Orient, par rapport au canal de Suez, a été fortement mis en avant par les Russes ces dernières années. La nouvelle voie de navigation, encore embryonnaire, se positionne donc comme un rival à moyen ou long terme au canal égyptien. Parmi les autres options sur la table pour le Japon, il y a également le fait de contourner l'Afrique en croissant par le cap de Bonne-Espérance ou encore de passer par voie terrestre en empruntant la transsibérienne en territoire russe. Une cyberattaque a touché la compagnie Air India. Les hackers sont parvenus à dérober des informations de plus de 4 millions de passagers. Plus de détails dans ce reportage. Les noms, numéros de cartes bancaires et renseignements contenus dans les passeports sont quelques-unes des informations dérobées selon la compagnie publique dans un communiqué. Air India a assuré être en train de sécuriser les serveurs informatiques touchés par ce vol massif tout en ayant recours à des experts en sécurité informatique. La compagnie a également pris contact avec les sociétés de cartes bancaires concernées. La compagnie a ajouté qu'elle regrettait les problèmes causés et était heureux du soutien de la confiance de ses passagers. Plusieurs compagnies aériennes ont été victimes d'attaques informatiques ces dernières années. British Airways avait écopé d'une amende de 28 millions de dollars l'an dernier par l'autorité britannique de contrôle après la perte des données de quelques 400 000 passagers en 2018 à la suite d'une cyberattaque. Une amende de 700 000 dollars avait été infligée à la compagnie asiatique Cathay Pacific après la perte des données de quelques 9 millions de clients en 2018. La compagnie à Bakou EasyJet avait indiqué l'an dernier que les hackers avaient pu s'emparer des adresses mail et des données d'environ 9 millions de ses clients. Air India avait annoncé en mars avoir été informé en février d'une cyberattaque par sa société de traitement de données. Celle-ci concernait les données personnelles enregistrées par ses passagers entre août 2011 et février 2021. D'autres compagnies avaient averti leurs passagers en mars de cette cyberattaque, mais seuls les noms et les numéros des passagers membres du programme de fidélité avaient été dérobés. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur Sika TV.